Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Le 106.3 à Québec. Du point résidé. Aujourd'hui, au Radio-Journal, sommet sur la sécurité internationale, les alliés se rencontrent à Halifax. Le Canada est de nouveau pressé d'augmenter ses dépenses militaires. Figure clé du convoi de camionneurs, Parking reconnu coupable de 5 des 9 chefs d'accusation contre lui. Et un congé de TPS qui complique la vie des commerçants. Ça sera pas très simple pour un détenant qui doit retravailler sur l'ensemble de ses systèmes. C'est beaucoup de reprogrammation. Bonsoir, ici Jean-Sébastien Bernatchez. Nous allons tout de suite commencer ce radio-journal avec ce verdict qui est tombé au procès de Pat King. Pat King, l'une des figures clés du convoi des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa en 2022. Eh bien, il a été reconnu coupable aujourd'hui de 5 chefs d'accusation, notamment ceux de méfaits et d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des méfaits. Emmanuel Poisson a assisté à l'audience. Entouré de ses sympathisants, Pat King a quitté avec le sourire le palais de justice d'Ottawa vendredi matin, même s'il a été déclaré coupable de 5 des 9 accusations qui pesaient contre lui quelques minutes auparavant. Plus tard dans l'après-midi, l'avocate de Pat King, Natasha Calvino, a commenté la décision à la place de son client. L'avocate dit qu'ils sont déçus, mais qu'ils se réjouissent que la décision souligne à plusieurs reprises que Pat King a demandé aux manifestants d'éviter la violence. Dans son verdict, le juge a déclaré qu'aux yeux de la Cour, Pat King était un leader, un organisateur et un influenceur du convoi des camionneurs. Cette manifestation d'envergure au début de l'année 2022 qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant presque 3 semaines. Au cours du convoi, Pat King a parlé à ses quelques milliers d'abonnés dans des vidéos diffusées en direct sur ses réseaux sociaux, allant même jusqu'à diffuser en direct son arrestation par la police d'Ottawa le 18 février 2022. Pat King a toujours plaidé non coupable à toutes les accusations qui pesaient contre lui. Il devrait être de retour en cours pour connaître sa peine les 16 et 17 janvier. Après le commerce international ou transfrontalier, plus précisément, les dépenses militaires risquent de devenir un autre dossier majeur dans lequel le Canada subira des pressions de la future administration Trump. Déjà, des sénateurs républicains ont profité du forum sur la sécurité internationale à Halifax pour prévenir Ottawa qu'il devra atteindre l'objectif de 2% de son PIB en dépenses militaires plus rapidement. Le ministre de la Défense Bill Gates se montre ouvert, sans encore préciser de quelle manière le gouvernement canadien compte s'y prendre. Valérie Gamard. Le tapis rouge est déroulé à Halifax. L'ambiance est presque décontractée. Rien n'est négligé pour accueillir les alliés, même si des rencontres tendues se profilent. La délégation américaine arrive d'un pas décidé, le sénateur républicain Jim Rich en tête. D'entrée de jeu, il déclare que le Canada doit faire mieux. Il faudra que le Canada atteigne son objectif de 2% de son PIB en dépenses militaires avant 2032, dit-il. Et concernant les propos d'élus républicains qui affirment que le Canada est un parasite, c'est toujours difficile de regarder un ami dans les yeux et de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, dit-il. Certains pays plus pauvres en font beaucoup plus. La sénatrice démocrate Jean Payne approuve. Nous avons déjà eu des discussions sur le besoin d'augmenter les investissements, dit-elle. Il pousse dans une porte déjà ouverte, dit le ministre de la Défense Bill Blair. Ottawa est prêt à accélérer le rythme, Justin Trudeau dit sentir l'urgence d'agir. On reconnaît à quel point le monde est dans une situation entièrement différente et plus dangereuse. Mais ni le Premier ministre, ni son ministre de la Défense ne précisent comment le Canada pourra dépenser davantage et plus rapidement. Ici Valérie Gamard, du Canada, Halifax. Le congé de TPS sur certains produits annoncé hier par Ottawa ne fait pas le bonheur de tout le monde. Pour les commerçants, cette mesure représente un casse-tête puisqu'ils devront tenir compte de cette mesure dès le 14 décembre pour une période de 2 mois. Voici ce qu'a préparé là-dessus Diana Gonzalez. Les livres, les jeux, les jouets. Le propriétaire de boutique imaginaire, Benoît Gaillon, vend différents produits qui seront exemptés temporairement de la TPS. J'accepte
la poussée dans le dos de M. Trudeau, nous, on va essayer d'en profiter, mais les consommateurs aussi. La mesure annoncée par Ottawa doit aussi s'appliquer aux repas au restaurant, aux vêtements pour enfants et aux aliments, entre autres. Un casse-tête pour des commerçants. Le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rosset. Ça ne sera pas très simple, hein, effectivement. Encore une fois, on se joue pour le consommateur, mais pour un détaillant qui doit retravailler sur l'ensemble de ce système. C'est beaucoup de reprogrammation. Puis également, c'est beaucoup de produits, comme vous savez, c'est des milliers de produits qui vont être reprogrammés. En fait, au prairie, puis dans le cas des épiceries, on doit refaire tous les étiquetages. Par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau répond aux provinces où il y a une taxe de vente harmonisée qui est administrée par Ottawa. Certaines ont exprimé des réserves. Et je suis très optimiste que les différentes provinces vont reconnaître que c'est une façon très directe et concrète d'aider les familles. Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, a aussi commenté cette mesure. À première vue, nous, on n'a pas l'intention de faire ça. Maintenant, si vous voulez nous compenser, je pense que ça rendrait la mesure plus simple. La mise en place du congé de taxe devrait coûter 1,6 milliard de dollars. Ici, Diana Gonçalves, Radio-Canada, Montréal. Autres investissements du gouvernement fédéral, Ottawa injecte près de 110 millions de dollars pour bonifier le programme national d'alimentation scolaire en Ontario. Près de 10 millions de repas ou de collations supplémentaires pourront ainsi être servis aux élèves ontariens chaque année. Il y en a tout à préparer ici. Ici en Ontario, 160 000 jeunes vont avoir plus accès aux nourritures scolaires. Le premier ministre Justin Trudeau était à Brampton pour en parler. Le fédéral accorde 108 500 000 dollars pour 3 ans à l'Ontario afin de bonifier et élargir les programmes qui offrent des collations et des repas aux élèves. L'Ontario devient ainsi la 3e province, après Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba, à participer au programme national de nutrition dans les écoles. La présidente de la Fédération canadienne des enseignants et enseignants, Heidi Lockman. Vraiment bon pour la future des élèves. Il y a plus de chances qu'ils vont continuer à l'école plus tard et avoir des jobs qui sont meilleurs. Alors, dans le fond, c'est un investissement. Ottawa avait annoncé le programme au printemps avec une enveloppe de 1 milliard de dollars pour 5 ans. Une dépense de plus dans un champ de compétences provincial que Justin Trudeau a de nouveau défendu TPN le vendredi. There is zero bureaucracy. Le premier ministre de l'Ontario a exprimé son soutien pour le programme lors d'une conférence de presse sur un autre sujet à Hamilton. Le PDG des banques alimentaires Daily Bread, Neil Hutchinson, l'accueille aussi à bras ouverts. Underlying reasons why people are feeding still in bureaucracy. Mais il souligne qu'il faut s'attaquer aux causes de l'insécurité alimentaire, comme le manque de logements abordables et les revenus inadéquats. Ici Myrna Piquet, Radio-Canada, Toronto. Aux États-Unis, le juge qui avait reconnu Donald Trump coupable de paiement dissimulé à l'actrice de film pour adultes Stormy Daniels a suspendu indéfiniment le prononcé de la sentence. Les probabilités s'amenuisent de voir cette sentence prononcée avant l'investiture américaine le 20 janvier prochain. C'est le reportage de Yasmine Mehdi. C'était au mois de mai. Donald Trump était reconnu coupable de 34 chefs d'accusation dans l'affaire Stormy Daniels. L'ex-président risquait la prison. Le prononcé de sa peine était attendu en juillet. Mais entre-temps, la Cour suprême a accordé une immunité partielle à Donald Trump, un revirement majeur. Le juge new-yorkais qui présidait le procès Stormy Daniels a dit avoir besoin de temps pour analyser l'impact de cette décision sur la condamnation de Donald Trump. Les délais se sont accumulés et début novembre, Trump a finalement remporté son élection. Selon ses avocats, sa victoire devrait annuler toutes les procédures pénales contre lui. Et le procureur de Manhattan voudrait plutôt que l'affaire soit mise sur la glace les fins du mandat de Donald Trump. Aujourd'hui, le juge a annoncé qu'il acceptait de reporter indéfiniment le prononcé de la peine du président élu en attendant d'entendre les arguments des deux parties sur une possible annulation totale des procédures. La prochaine audience est prévue le mois prochain. Une autre étape dans cette longue saga judiciaire. Ici à Midi Radio-Canada, Washington. Et puis, pendant ce temps, le président actuel des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron au sujet d'un éventuel cessez-le-feu au Liban, entre Israël et le Hezbollah. La Maison-Blanche indique que les deux dirigeants ont fait le point sur les efforts déployés pour parvenir à un accord qui permettrait aux gens qui résident des deux côtés de la frontière entre les deux pays de rentrer chez eux en toute sécurité. Les présidents ont aussi discuté de l'évolution de la situation en Ukraine. Et l'Ukraine, justement, elle demande à ses alliés occidentaux de lui fournir de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne après avoir été frappé hier par un missile balistique hypersonique russe.
Ce tir, qui n'a pas fait de victimes, ne portait pas, heureusement, de charge nucléaire. La Russie indique que le lancement de ce missile Orychnik était une réponse à 2 attaques ukrainiennes en territoire russe à l'aide de missiles occidentaux à longue portée. Sur ce, c'était le Radio Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Radio-Canada Info.